on va revenir au Second Empire avec cette question, mais qu'on tranchera la prochaine fois. Enfin, on tranchera. Hein, on pourra réfléchir dessus. Est-ce que ça a été un âge d'or dans les Hautes-Pyrénées? Puisque beaucoup parlent du Second Empire comme un âge d'or. Mais ça dépend pour qui, ça dépend sous quel angle, ça se discute. Donc, ce qu'on a vu sur le Second Empire, je rappelle, une première partie sur ce que j'avais baptisé le règne, entre guillemets, d'Achille Fould, pour montrer que politiquement c'était le patron, enfin, entre guillemets aussi, hein, dans le département, et pour montrer aussi quelle était sa position sur le plan national. Et puis, en seconde partie, c'est pas moi qui l'ai traité, mais c'est Sylvain Gain-Lorinet qui nous a fait une conférence le 26 janvier sur les apparitions de Lourdes en 1858, vu sous un angle politique et un angle historique. Hein. Alors, justement, elle m'a laissé un petit mot parce que elle a eu deux questions après sur le culte de l'Immaculée Conception. Alors, elle m'a fait une petite note pour faire une mise au point. Je vous la lis. À la suite de la séance, dans le couloir, deux questions m'ont été posées sur l'Immaculée Conception. D'où je fais cette petite mise au point. Alors, c'est venu de quoi? Parce que, en patois, la Vierge, si l'on en croit ce qui est écrit sur la grotte, hein, elle a dit à Bernadette, elle s'est présentée à Bernadette comme étant l'Immaculée Conception, hein, que soy era Immaculada Conception. Bon, ça c'est en 1858. Or, 4 ans auparavant, le pape Pie IX avait proclamé officiellement le dogme de l'Immaculée Conception. C'est-à-dire qu'il avait défini ce qu'il fallait croire et pas croire sur l'Immaculée Conception. Mais c'est une coïncidence, parce qu'elle pense qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas de concordance entre ces deux dates, il n'y a pas de lien. Hein, parce que certains ont fait, hein, en disant oui, le pape, en 1854, il reconnaît le culte de l'Immaculée Conception, et curieusement, 4 ans après, voilà, donc il n'y a pas de lien. Alors, elle a ajouté aussi autre chose sur ce culte de l'Immaculée Conception. Dès le Moyen-Âge, le culte de l'Immaculée Conception existe, même si c'est au XIXe siècle que Pie IX a revu le dogme. Marie est proposée comme un modèle parfait à l'humanité par l'Église catholique. Voilà. Alors, elle apporte aussi quelques précisions, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions qui ont été tranchées à la fin du Moyen-Âge. La notion est ancienne, écrit-elle. Marie est souvent déclarée immaculée, c'est-à-dire sans tache, parce qu'elle n'a été corrompue en rien. Elle n'a jamais connu le mal. Bon. Mais il y a une contradiction. C'est que Jésus est présenté comme son sauveur. Alors la contradiction, c'est si Marie est parfaite, comment son fils peut-il être son sauveur? Alors ça a donné l'objet, ça fait l'objet de débats théologiques tout au long du Moyen-Âge. Et c'est un théologien écossais, un certain Duns Scott, au XIIIe siècle, qui a réglé la question. Marie bénéficierait d'une rédemption anticipée de la part de son fils. Bon, voilà. Alors après, ce sont des débats théologiques, nous on n'y rentre pas. Mais comme la question avait été posée sur la nature du culte de l'Immaculée Conception, alors c'est vrai que au XIXe siècle, il y a eu le culte marial s'est développé à cette époque-là. Bon. Et donc le pape avait été obligé de codifier. Voilà. Cette mise au point étant faite, on peut passer à la partie suivante, qui est ce qui caractérise aussi le Second Empire dans les Hautes-Pyrénées, c'est l'arrivée du chemin de fer. Bon. En soi, c'est quand même important, c'est capital même, avec ses retombées économiques.
Bon, alors ce que je vous propose d'abord, c'est de voir que c'est une politique, c'est le résultat d'une politique nationale, bien entendu. Et c'est le résultat, premier point dans la politique nationale, c'est le résultat d'une impulsion de l'État, une impulsion étatique. Napoléon III, au XIXe siècle, est considéré comme le premier homme d'État français qui est mis au premier plan les questions économiques. Alors pourquoi? Peut-être parce que quand il prend le pouvoir en 1849, mais surtout après le coup d'État de 1851, la situation économique est difficile en France. Donc il faut sortir de la crise. À partir de ce moment-là, l'État s'en préoccupe. On peut penser aussi qu'il s'agit de compenser, de développer le secteur économique, le domaine économique, d'intervenir beaucoup dans le domaine économique, tandis qu'à côté, il réduit toutes les libertés démocratiques qui existaient et il impose l'empire autoritaire. Mais de notre côté, il faut savoir que c'était un Saint-Simonien aussi, hein, et que donc on est dans cet état d'esprit-là. Alors, dans un discours prononcé à Bordeaux au printemps 1852, le prince-président, il n'était encore que prince-président, c'est-à-dire qu'il était président de la République, il avait fait le coup d'État du 2 décembre 1851, mais il était devenu... mais l'Empire n'était pas encore proclamé. Et il a fait toute une tournée dans le pays pour se faire connaître, etc., etc. Et c'est à la fin de l'année que l'Empire a été proclamé. Alors, il annonce à Bordeaux, dans un fameux discours, un programme ambitieux sur le plan économique. En particulier, il annonce un programme d'amélioration des infrastructures, des moyens de transport et du crédit. 3 domaines. Bon. Et à la même époque, dans son entourage, des gens comme Persigny ou Haussmann, qui sera préfet de Paris, développe une théorie, la théorie des dépenses productives. Bon, c'est des choses que l'on entend aujourd'hui aussi. Autrement dit, les investissements publics, mais qui sont en perspective du développement économique. Et diminuer les dépenses qui ne sont pas liées au développement. Bon. C'est une sorte de politique de relance par grands travaux. C'est comme ça qu'on disait après Roosevelt en particulier. Bon, à l'époque de Roosevelt, et puis par la suite. Alors c'est quand même nouveau ça, et c'est important. Il faut savoir que aussi le personnel politique impérial fait une large place aux hommes d'affaires. Bon, à l'époque, le ministre des Finances, c'est Achille Foule, qui est banquier, qu'on connaît, j'en ai déjà parlé longuement, donc j'y reviens pas, mais il est bien placé. Le dernier président national sera Eugène Schneider, aussi, un des patrons de la sidérurgie. Bon. Et puis, sous l'Empire se créent des conseils supérieurs, un conseil supérieur de l'agriculture, un conseil supérieur du commerce, un conseil supérieur des travaux publics, où se côtoient des économistes, des hommes d'affaires, des fonctionnaires et des hommes politiques. Bon. Donc, tous ces gens-là réfléchissent effectivement au développement des infrastructures et au développement économique. Mais à l'époque, il n'est pas question de nationalisation. Il est question d'encourager des entreprises privées à investir dans les infrastructures. Alors, il en est résulté, bon, j'ai résumé rapidement, il en est résulté, c'est mon deuxième point dans une politique nationale, une politique ferroviaire sur le plan national qui est quand même importante. Les investissements ont été énormes. Entre 1855 et 1864, 435 millions de francs ont été investis.
Au total, en 1870, le total, donc à la fin de l'Empire, le total des investissements est évalué à 9 milliards de francs. Un tiers provenant de l'État, un tiers de ces 9 milliards, donc 3 milliards, et le reste provenant de banques privées, essentiellement, et d'entreprises privées. Si on reste sur le chemin de fer, je vous montre une petite carte. J'ai fait des cartes aujourd'hui. Voilà le développement du réseau national entre 1837 et 1870. Voilà la carte de 1837. Vous voyez, les premiers chemins de fer, c'était entre Paris et Saint-Germain. Et puis autour de Lyon, autour de Saint-Étienne, de Roanne, de Lyon. La situation en 1850. Bon, vous voyez qu'en 1850... autour de Paris, on est parti un peu en toile d'araignée, mais tout l'ouest de la France est à l'écart. Hein. La situation en 1860, donc on est sous l'Empire, c'est après le discours de Bordeaux. Hein. Et la situation en 1870. Donc on voit que le maillage s'est pas mal développé. En 1860, les grands axes existent. Hein. Paris vers le nord, Paris vers Strasbourg, Paris vers la Normandie. On a Paris-Bordeaux, Paris-Nantes et Paris-Marseille. Bon, Paris-Toulouse, c'est pas encore achevé. Hein. Donc les grandes lignes existent autour de 1860 et 10 ans après, eh bien, on a des ramifications du réseau qui se sont ensuite amplifiées. J'ai une autre carte après. Voilà. Alors, bien sûr, ça a commencé en 1850, mais un des gros problèmes, c'est que est-ce que le découpage politique, enfin le découpage chronologique qui suit les régimes politiques correspond aussi à des réalités économiques. Parce que, bon, c'est vrai que sous l'Empire, on a développé, on a lancé le chemin de fer et son développement. Mais ça s'est poursuivi après sous la Troisième République. Hein. Bon, le changement de régime y est-il pour quelque chose? Je ne pense pas. C'était l'évolution économique générale. Vous voyez la situation. Ici, c'est la situation en 1870, hein, qui reprend mes trois cartes. Et là, vous avez la situation du réseau ferré français à la veille de la guerre de 14, en 1911. Hein. Bon, c'est pareil ça. Est-ce que le découpage politique a un sens sur le plan économique? Bon, je vais vous donner un exemple pour vous faire comprendre ce que je veux dire. En 1973, le président Pompidou décide de construire le TGV. Hein, et il lance la ligne de TGV Paris-Lyon, qui était la première ligne de TGV. Bon. Et c'est Mitterrand qui l'a inauguré quelques mois après être arrivé au pouvoir. Bon, il n'empêche qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, Mitterrand, il inaugure le TGV ». Bon, ça va vite, la construction, entre le mois de mai 81 et le mois de juillet 81. Bon, ça a été réalisé sous le septennat de Giscard d'Estaing, et ensuite, Mitterrand l'a inauguré. Bon, c'est ce que je veux dire. Il y a des projets qui naissent à un moment donné, et puis après, ils continuent à se développer, quels que soient, finalement, ceux qui sont au pouvoir, ou même parfois des changements de régime. Hein. Bon, voilà. Mais, bon, ce qu'on peut retenir, c'est quand même que le développement ferroviaire a été lancé et il s'est poursuivi. On est aussi dans une époque qui est porteuse sur le plan économique. Jusque vers 1880-90, on est dans une période de prospérité et de développement. Néanmoins, bon, je reviendrai sur cette carte après parce qu'il y a les Hautes-Pyrénées dedans, pour quand même relativiser notre position par rapport à ça. Sur le plan national, en aval, je vais
là aussi ne pas être apparemment logique, mais en aval de ce développement ferroviaire, ça a été très important parce que bien sûr ça a accéléré des communications, ça c'est la palissade, mais surtout accélérer les communications, ça a un effet important pour l'abaissement des coûts du fret, du coût des transports. On peut transporter des produits plus lourds avec le train. On peut transporter des produits plus loin et plus vite. Plus lourd, plus loin, plus vite, ben, ça fait diminuer les frais, hein, et les frais du fret. Bon, en même temps, autre élément intéressant, c'est que ça a unifié le marché national. En particulier sur le plan agricole, ça a permis de spécialiser certaines régions agricoles. Hein, et ça a permis de lutter contre la polyculture. Enfin, de réduire la polyculture et de développer une agriculture plus spécialisée. Ça a aussi entraîné la concentration des localisations industrielles. Bon. Mais en amont, qu'est-ce qui a permis ça ? Ce qui a permis le développement du chemin de fer, c'est le développement et la modernisation des industries métallurgiques, et en particulier de la sidérurgie, et aussi des industries mécaniques. Parce que, imaginez, hein, vous voyez la situation en 1870 et en 1914, il a fallu en fabriquer de l'acier. Hein, donc extraire du charbon, du fer, etc. Après, fabriquer des locomotives, ça a donné aussi beaucoup de travail. Bon, les charbonnages ont été développés aussi à cette époque-là. Et en même temps, les entreprises qui font tout ça, c'est plus des petites entreprises artisanales. Donc ça a favorisé aussi l'augmentation de la taille des usines et des entreprises. Mais en amont, le problème fondamental, c'était le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Et c'est pour ça que dans son discours de Bordeaux, il évoque aussi une réforme du système de crédit. Bon, alors, on assiste en France à cette époque-là, dans les années 50, à une révolution bancaire, où on va retrouver notre Fould d'ailleurs. Parce que vont apparaître des sociétés bancaires par action. Hein, qui peuvent réunir des ressources financières propres beaucoup plus considérables que les maisons de la haute banque familiale jusque-là. Hein. Parce que les banques familiales travaillaient essentiellement avec leurs propres capitaux sans rendre compte à personne. Alors, c'est les frères Pereire qui sont les premiers en France à fonder en 1852 le crédit mobilier, qui démarre en 1852. Il est fondé par les frères Pereire et leurs alliés. Et c'est qui les alliés des frères Pereire ? Eh bien, c'est la banque Fould, Oppenheim, c'est la banque Rodriguez de Bordeaux, c'est la banque Furtado aussi de Bordeaux. C'est-à-dire des gens qui sont liés, hein, familialement, avec les Fould aussi. Donc, il s'agit d'une société par action. Alors, évidemment, c'est un nouveau type de banque, puisqu'on crée un actionnariat bancaire. Il faudra donc verser des dividendes et rendre des comptes. Ça, c'est nouveau. Mais il rend aussi possible le dépôt, hein, par les particuliers, et une troisième branche dans la nouvelle banque, dans le crédit immobilier, c'est l'investissement industriel et commercial. Donc ça devient à la fois, il crée effectivement, c'est le premier exemple de banque en France, hein, il y en a d'autres antérieurement ailleurs, hein, de banque qui est à la fois une banque de dépôt et une banque d'affaires. Bon. Alors, au départ, les banques familiales parisiennes ont lutté contre ça, parce que ça venait sur leur terrain et c'était nouveau. Mais progressivement, elles vont imiter le crédit mobilier et on va voir apparaître
en France en 1859 le Crédit industriel et commercial, le Crédit lyonnais en 1863 et la Société Générale en 1864. Hein, bon. C'est-à-dire que donc on a un nouveau système bancaire qui se met en place. Bon. Et c'est ça ce sont ces banques qui vont investir notamment dans le chemin de fer. Je vais vous redonner un exemple en passant à la carte suivante, parce que ça c'est la carte des chemins de fer avant 1900, une carte des chemins de fer et du réseau ferré français avant la nationalisation de 1937. C'est une vieille carte, hein, j'ai trouvé ça sur Internet, mais bon, s'il y a des gens qui se souviennent, ça ressemble aux vieilles cartes de géographie de Vidal de la Blache qu'on avait autrefois en classe, ces cartes cartonnées, rigides, etc. De l'autre côté, elle doit être vierge, il ne doit rien pas avoir d'inscription, c'était pour demander aux élèves de situer après. Bon, alors... voilà les principales grandes compagnies qui se sont partagées le territoire et qui ont obtenu des concessions. Bon, vous voyez, la Compagnie du Nord, eh bien, c'est la banque Rothschild qui l'a créée. Bon. Les frères Pereire ont créé les chemins de fer de l'Est, la Compagnie de l'Est et la Compagnie du Midi, ici. Bon. Après, vous avez Schneider qui avait créé la compagnie du Paris-Lyon-Marseille, du PLM. Bon. Le Paris-Orléans, une autre banque. Et alors ici, il y avait les chemins de fer de l'Ouest, mais les chemins de fer de l'Ouest, ils ont eu des problèmes. Alors, cette carte date donc d'après la guerre de 14-18, mais les chemins de fer de l'Ouest, ils ont été nationalisés, en 1908. Jusqu'à 1908, c'était une compagnie privée. Mais ils avaient des difficultés et c'est l'État qui les a repris en 1908. C'est pour ça que c'est les chemins de fer de l'État, Ouest-État. Et au départ de Paris, chacun avait sa gare. Hein. Gare du Nord, gare de l'Est, gare Saint-Lazare, la gare de Lyon. Il y avait une gare de Paris-Orléans qui était... je crois que c'était Orsay, non ? C'était Orsay, c'est ça, hein, oui. Et puis, la gare d'Austerlitz pour la compagnie du Midi. Bon. Donc, ce sont des grands réseaux privés qui se sont mis en place. Hein. Rothschild et les Pereire ont rivalisé ailleurs après en Espagne. Hein, on le verra tout à l'heure avec une carte du sud-ouest et de l'autre côté il y a le réseau espagnol. Rothschild avait obtenu une concession pour créer une ligne Madrid-Barcelone et les Pereire pour une ligne Madrid-Hendaye. Bon. Et il y avait déjà à l'époque, alors il y avait plein d'autres projets, hein, notamment un projet de percement des Pyrénées centrales. Bon. Hein, oui, c'est bon, c'est un vieux serpent de mer. Hein. Bon, alors, je veux en venir aux Hautes-Pyrénées parce que tout ça, il fallait bien présenter le contexte. Mais je reviens à cette carte. Vous voyez, cette carte, c'est la densité du réseau ferré par département au 31-12-1911. Donc, en fonction de la couleur, eh bien, c'est le nombre de kilomètres de réseau ferré pour 100 km². Alors, vous voyez que nous sommes dans cette tranche de 5,1 à 10, mais nous sommes un département de montagne, hein, parce que Paris, c'est normal que ce soit tout en haut, la région lyonnaise aussi, tout le nord hein, aussi. Puis c'est les grandes zones industrielles du nord de la France, on voit l'est, etc. Mais globalement, on peut dire qu'il y a une ligne, le Massif central bien sûr, et puis l'ouest, hein, qui est où le réseau ferré est moins dense, sauf peut-être la région bordelaise là. Bon, donc on était quand même, on n'est pas les plus favorisés, mais il faut dire qu'on est à l'écart, et d'autre part, on est aussi une zone de montagne. Alors, les Hautes-Pyrénées et la Compagnie du Midi, puisque nous sommes dans le secteur de la Compagnie du Midi, dont les propriétaires sont
le crédit immobilier, et indirectement là-dedans on retrouve Fould, les Pereire et Fould aussi. Ce qui fait qu'il a dû jouer un rôle. Mais c'est comme toujours, on ne le voit pas. Je veux dire, il n'y a pas eu de trace écrite, il ne se met pas en avant. Je ne sais pas si vous avez remarqué la dernière fois, mais Sylvain nous avait présenté un triangle qu'avait établi René Laurentin, qui a étudié la vie de Bernadette. Hein. On voit dans le triangle que tous ceux qui rendent compte sur le terrain, ils rendent compte à leur supérieur. Hein. Mais bon, le préfet rencontre au ministre de l'Intérieur, l'évêque au préfet et au ministre des Cultes, qui était aussi le ministre des Beaux-Arts à l'époque, le procureur rend compte au ministre de la Justice, mais ces trois ministres, ils rendent compte au ministre d'État. Et le ministre d'État, c'est Fould. Donc c'est là que se prend la décision. Ce qui veut dire que c'est lui qui, in fine, prend la décision, mais bon, il n'en fait pas état, quoi. Et c'est bien lui qui est le patron. Alors, voilà la concession des chemins de fer du Midi. Il s'arrête le long de la vallée de la Garonne, hein. Ça s'appelait Compagnie de chemin de fer du Midi et du canal latéral de la Garonne, le titre officiel qui était rallongé. Donc en fait, l'objectif des Pereire, c'était d'essayer de développer un réseau de chemin de fer entre l'Atlantique et la Méditerranée. Bon. Autour de Bordeaux notamment, et puis de ports qui sont notamment 7, mais bon, là, il n'avait pas trop la même, parce que dans ce secteur, les Rothschild avaient des intérêts aussi. Bon, alors voilà le réseau tel qu'il est, j'ai pris ça sur Gallica, tel qu'il est à la fin du 19e siècle. Ici, on voit effectivement l'Espagne, mais il devait y avoir une ligne Madrid-Saragosse qui rejoignait Hendaye ensuite, et par contre, Madrid-Saragosse, direction ensuite Barcelone, c'était une rivalité entre les les Pereire et Fould d'une part, et les Rothschild d'autre part. Bon. Alors ici, on voit bien la ligne, on va reparler de ces lignes, hein, mais la ligne qui fait Toulouse-Bayonne, c'est un axe qui est très important. Et puis on a imaginé aussi des axes nord-sud. Ici, Auch, Vic, Tarbes. Alors, est-ce que ça doit aller sur Bagnères ou sur Lourdes? Les principales vallées aussi ont été aménagées, équipées. La première ligne en service a été Bordeaux-Bayonne, et on y a rattaché Morsinx, Mont-de-Marsan, et ça a été poursuivi jusqu'à Tarbes. Hein, c'est la voie qu'a emprunté Napoléon III quand il est venu dans le département, puisque c'est lui qui a inauguré la ligne en août 1859. Bon, je vais y revenir. Voilà le schéma à peu près général. Alors ça, c'est une carte un peu plus simplifiée. C'est un croquis que j'ai fabriqué parce que on trouve des cartes, en particulier il y a une carte intéressante dans Bigorre 4 Vallées qui avait été élaborée par Aubervier, mais vous avez toutes les activités économiques de la fin du 19e siècle qui sont représentées. Donc on voit le chemin de fer, mais on voit aussi les stations thermales, on y voit les zones industrielles, et donc c'est un peu fouillis. J'ai préféré isoler les lignes de chemin de fer. Alors, avant d'évoquer cette carte, je voudrais rappeler quand même qu'il y a eu quelques grands projets, et il y a un personnage dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, qui a joué un rôle très important, c'est Colomès de Juillan. Il a une rue à Tarbes d'ailleurs, hein, qui est né en 1780, qui était né en 1799 et qui est mort en 1870. Colomès de Juillan était un ingénieur polytechnicien qui a été ingénieur en chef des ponts et chaussées des Hautes-Pyrénées de 1839 à 1859. Et donc il a eu
à traiter de ces questions. Bon, alors il appartenait à un certain milieu, il a fait un peu de politique, puisqu'il a été député sous la monarchie de Juillet. En 1839, il se représente et il a comme concurrent un jeune qui vient de l'extérieur qui s'appelle Achille Fould. Donc les relations n'ont pas été bonnes au début entre eux, puisque Colomès de Juillan a battu Fould aux élections législatives. C'était un beau-frère aussi de Dauzat d'Ambarère de Lourdes. Il appartenait donc au clan des Barrères, une famille qui a longtemps dominé dans le département. Mais il s'intéressait beaucoup plus au développement économique, ce qui était rare à l'époque pour un conseiller général, parce qu'il a été conseiller général aussi, et pour un parlementaire local. Il a publié de nombreux rapports sur le devenir du chemin de fer, en 1841, en 1845, en 1846 et en 1854. Bon. Alors, un de nos collègues que vous avez peut-être connu, parce qu'il est aujourd'hui en retraite, Robert Bory, qui a dû enseigner à Jean Dupuy, à Théophile Gautier, a travaillé sur cette question-là, mais dans les années 80. Et il parle de rêve espagnol à propos de Colomès de Juillan. La grande idée de Colomès de Juillan, c'était de faire une grande traversée centrale des Pyrénées. Voilà. Il a sorti une brochure en 1858 qui s'appelait « Chemin de fer des Pyrénées, ligne de France en Espagne ». Et alors, il est un peu à l'origine d'un projet qu'on avait appelé le Grand Central, entre guillemets, autour de 1854-55. C'était le projet d'une ligne Paris-Madrid, via les Pyrénées. Voilà. Pour lui, c'était simple, Paris, Agen, Tarbes, Gavarnie, et puis après, tout droit jusqu'à Madrid. Bon. Il a beaucoup travaillé parce qu'il avait proposé plusieurs itinéraires. Il avait envisagé 7 itinéraires entre le Comminges et le Pays Basque, et le Béarn plutôt, parce que... mais il avait une préférence pour Tarbes-Ordessa. Alors on faisait monter le train jusqu'à Gavarnie, et on faisait un tunnel sous le cirque, et on ressortait à Ordessa. Bon. Alors, à l'époque, techniquement, ça s'est fait dans les Alpes, ça s'est fait dans d'autres régions. Hein. C'était pas le tout, c'est qu'il fallait trouver le financement parce que c'était complexe. Bon, ce projet, il a été abandonné. Hein. Il n'a jamais vu le jour. Mais cette histoire de Transpyrénéenne, à l'époque, pendant 30 ans, ça a été chaque année à l'ordre du jour du Conseil général des Hautes-Pyrénées, dans les délibérations. Hein. Et voilà. Alors, moi je le veux pas, etc., etc. C'était... mais bon, ça n'a jamais abouti. Puis après, en fait, il y a eu aussi de la concurrence en influence politique, parce qu'il y a eu côté... le tunnel du Somport avec Louis Barthou de Pau qui a usé de son influence, et puis Delcassé qui avait une influence politique nationale en Ariège, et en Ariège ils ont joué beaucoup avec le tunnel du Puy-Morin aussi, qui a été à la même époque. Bon, alors est-ce qu'il fallait un autre tunnel au centre? Enfin bon, bref. C'est un sujet, donc si vous voulez, c'est un sujet qui revient comme ça, hein, comme l'Arlésienne, ça. Bon, on n'en entend plus parler, mais on en a eu entendu parler, quoi. Bon. Alors, en fait, c'est Fould qui a, on finit par le deviner, parce qu'il y a eu beaucoup de négociations, de discussions sur les itinéraires qui ont été développés dans les Hautes-Pyrénées, mais c'est Fould qui a tranché souvent parce que dans le fond c'était la compagnie du Midi qui devait qui devait gérer ça, et parce qu'elle c'est elle qui a eu les concessions. Donc il pouvait, lui, il était à la fois du côté du concessionnaire qui était intéressé au concessionnaire, dans les affaires du concessionnaire. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça serait toléré ça, mais enfin bon, Fould, il n'était pas lui-même le dirigeant de la banque Fould, puisque c'est
son frère. Mais enfin, bon, par la Compagnie du Midi, les Fouldes sont parmi les concessionnaires des lignes de chemin de fer que l'État attribue au chemin de fer du Midi, mais l'État, Fouldes, est aussi un des dirigeants de l'État. Bon, il est ministre d'État à cette époque-là. Donc aujourd'hui, je ne sais pas s'il n'y aurait pas quelques articles dans le Canard enchaîné ou dans je ne sais pas quelle presse pour dire qu'il y a des prises illégales d'intérêt, des confusions de genre, etc. Mais on s'en bat, c'est pas ça à cette époque-là. Hein. Bon, alors, les lignes, on a eu ici la première ligne qui a été ouverte, c'est la ligne qui vient, qui débouche à Tarbes en 1859. Paris, Bordeaux, Mont-de-Marsan, Morsinx, Mont-de-Marsan, Vic, etc., jusqu'à Tarbes en 1859. Bon. Je le signale après toutes les autres parce qu'il faudra reprendre. Elle a été prolongée jusqu'à Bagnères en 1862. Bon. Puis elle a été prolongée jusqu'à Lourdes en 1866. S'est posé la question, je vais y revenir, de Toulouse-Bayonne. Par où on fait passer Toulouse-Bayonne, hein? Ça a été compliqué. Bon, finalement, Toulouse-Bayonne est passé par Lannemezan, Tarbes, Lourdes et direction Pau. Ça a été ouvert en 1867, des deux côtés d'ailleurs. Après, en 1869, on a la ligne qui partait d'Agen, qui arrivait à Auch, qui est arrivée jusqu'à Mirande, a rejoint Vic en Bigorre en 1869. Bon. Mais ça aussi, ça avait été un projet, c'était prévu pour s'intégrer dans le projet Toulouse-Bayonne. Enfin, dans un projet Toulouse-Bayonne. Ensuite, en 1865, a été décidé d'aménager une ligne jusqu'à Pierrefitte. Ça a été réalisé, ouvert en 1871, donc après le Second Empire, mais la décision de le construire, ça a été décidé en 1865. Bon, entre-temps, il y a eu la guerre de 1870, il y a eu des complications, c'est pour ça que ça n'a ouvert que plus tard. Bon, j'ai marqué ici d'autres lignes qui ont été ouvertes par la suite, bien plus tard, comme la ligne Lannemezan-Haro qui a ouvert en 1897, donc c'est déjà à la fin du 19e siècle, et puis les deux lignes Pierrefitte à Cauterets et Pierrefitte à Luce, 1898-1901, mais ça, c'est pas la Compagnie du Midi. Hein. Et j'aurais dû ajouter une ligne de chemin de fer qui a été privée, qui avait été prise à l'initiative de l'entreprise Médebiel, qui reliait Lourdes à Bagnères et qui montait Campan. Et ils ont dû aller un peu au-dessus de Campan. Et d'ailleurs, le projet de Médebiel, c'était d'arriver au pic du Midi. Et il avait démontré tout ça, fait des études, etc. Hein. L'entreprise Médebiel était aussi un ingénieur des arts et métiers, qui a fondé une entreprise donc de travaux publics, qui a construit justement, c'est son entreprise qui avait construit le chemin de fer de Pierrefitte à Cauterets et à Luce, qui a construit la première centrale hydroélectrique des Hautes-Pyrénées, celle de Soulon, en particulier avec les canaux souterrains qui prenaient l'eau au pont de la Reine à Luce. Médebiel a construit le funiculaire de Lourdes, et puis il s'était lancé dans le train entre via Lougrup, Lourdes, Lougrup, Bagnères et Campan. Et il avait un projet pour le pic du Midi, hein, qui était un gros projet. Et c'était... Bon, à l'époque, il faut penser que c'était à la même époque que le chemin de fer qui monte dans la vallée oui, le chemin de fer qui monte au-dessus de Chamonix, là, dans la mer de glace. C'est la même époque. Donc, c'était pas idiot, hein. Bon. Mais il y avait plein de projets de ce type dans l'air, hein, à l'époque. Alors, je reviens sur la ligne qui a été ouverte le 19 août 1859. On a construit des gares. Alors,
je vous signale, parce que, bon, là on peut faire appel aux cartes postales anciennes. Alors il y a un site que vous connaissez peut-être tous, ou pas, hein, c'est le site de loucrup.fr. Il a une quantité extraordinaire de cartes postales. Bon, par ailleurs, il y a plein de gens qui lui en amènent aussi, qui lui en envoient, etc. Alors, moi j'ai repéré là les gares du nord du département en fonction des légendes des cartes. Ça, c'est la gare de Castelnau-Rivière-Basse, où il y avait une gare, Castelnau-Rivière-Basse. Celle-ci de Maubourguet. Elles sont toutes construites sous le même modèle. Hein. Bon, il y en a une autre, une série de cartes postales. Ça, c'est la gare de Vic. Alors, évidemment, c'est à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Mais enfin, moi, je trouve que ça ne manque pas de charme. Ça a un côté désuet. Mais bon, vous voyez, il y avait du monde quand même à Vic pour attendre passer le train, etc. Bon, il y en avait une autre aussi du même type à Andrest. Hein, petite gare d'Andrest, c'est bien indiqué ici, voilà. Bon, il faut voir que c'était le moyen de transport moderne pour l'époque, et c'était nouveau aussi. Alors, Napoléon a inauguré le premier cette ligne le 19 août 1859. Ils ont fait accélérer la fin des travaux, parce qu'ils n'étaient pas sûrs. La date de la visite de l'empereur à Saint-Sauveur était prévue, mais les travaux n'étaient pas finis. Alors, comme on sortait d'une guerre avec l'Autriche dans le nord de l'Italie, hein, en 1859, on avait des prisonniers autrichiens. Ils ont travaillé à finir la ligne. Et on a mis le paquet. Les Pereire ont interrompu des travaux qui avaient lieu du côté de Bayonne pour finir la ligne qu'allait emprunter l'empereur. Bon. Alors elle a été ouverte le 19 août 1859 parce qu'il est venu, mais elle a été refermée aussitôt, elle a été ouverte au public quelques mois après, parce que c'était pas fini en fait, les travaux. Alors en 1959, on a fêté le centenaire à Tarbes. J'ai retrouvé des images aussi du centenaire. Je ne sais pas si des gens étaient là ou s'en souviennent, mais on a fêté le centenaire avec, la SNCF disposait de vieux trains, hein, en particulier de la vieille locomotive Crampton, qui a servi dans des feuilletons télévisés, etc., etc. Et ils avaient donc assuré le transport depuis Morsinx jusqu'à Tarbes. Voilà, ça c'est l'arrivée à gare de Vic, et ça c'est les photos de l'époque, la entrée à la gare de Tarbes en 1959. Il y avait du monde pour assister au train. Parce qu'à Vic, les voyageurs pouvaient monter. Hein, bon. Alors à Tarbes, ils avaient ensuite reconstitué l'arrivée de l'empereur, n'est-ce pas? Je ne sais pas qui étaient les acteurs, mais enfin voilà l'empereur qui arrive. On a mobilisé des landaux, je ne sais pas si... Peut-être qu'il y en avait au musée ou au Haras, il devait y avoir des vieux landaux. Hein. Et pour rejoindre la maison de Fould, et puis on avait dû habiller des Tarbaises en tenue de l'époque, et évidemment les hussards devaient être aussi de sortie avec une grande tenue à cette époque-là. Bon, alors je vous montre une photo, c'est le maire de Tarbes, celui qui représente le maire de Tarbes, etc. Mais derrière, il y a un public. Hein, et dans le public, on reconnaît le préfet McGrath, qui était le préfet des Hautes-Pyrénées à l'époque, et puis ici, on reconnaît la silhouette, mais bon, plus maigre que quand il a quitté ses fonctions, de Paul Boiry, qui venait d'être élu maire de Tarbes au mois de mars 1959. Et également ici, c'est très net, c'est Antoine Béguer qui était maire de Lourdes. Bon, donc en fait, les autorités avaient joué le jeu, hein, de ce centenaire. Bon, et c'est vrai que c'était un événement important. Bon, là, ça frise l'anecdote, mais qu'est-ce que vous voulez, je ne pouvais pas m'empêcher de vous montrer ça. Bon, alors, la ligne a été prolongée jusqu'à Bagnères en 1862, et puis jusqu'à Lourdes, elle a été ouverte, celle de Lourdes, en 1866. Alors après, il y a évidemment le débat pour ouvrir une ligne à travers les Pyrénées, ça, il se poursuivait, mais il n'a jamais débouché. Mais le gros débat qu'il y avait à l'époque, c'était aussi la ligne Toulouse-Bayonne. Bon, par où la faire passer ?
parce qu'il y a des obstacles à franchir. Et en particulier, le gros problème, c'était le plateau de Lannemezan. Alors, il y avait deux projets. Il y avait un projet Toulouse-Bayonne par Tarbes, Toulouse-Pau d'abord, par Tarbes, ou par Auch. Parce que par Auch, ça évitait effectivement le plateau de Lannemezan et les difficultés liées au relief. Cela dit, là, il semble... Alors, je crois qu'il y a quand même des économiques qui ont dû jouer. Parce que Tarbes pesait plus en termes économiques que Bayonne. Bon, et puis il y avait la proximité aussi des stations thermales qui important. Et puis il y a le poids effectivement de Fould et de Adolphe qui ont dû peser pour que ce soit Tarbes. La mairie de Tarbes s'était mobilisée d'ailleurs, s'était déplacée officiellement à Paris pour aller curieusement rencontrer le ministre d'État. Bon, là, c'était pour marquer le caractère officiel. Surtout qu'un trajet Paris-Tarbes à cette époque-là, c'était 24 heures. En train. Bon. En 1940, c'était encore 18 heures. Donc on peut mesurer la rapidité de la situation actuelle, les progrès. Donc ce sera Tarbes qui est choisi. Alors, la ligne Auch-Tarbes verra le jour via Mirande, Rabastens et Vic en 1869, plus tard. Mais elle sera effectivement réalisée. C'est d'ailleurs curieux parce que, justement, j'ai trouvé sur le site de l'Ucrup une photo de la gare de Rabastens avec son train. Alors, ça doit être rare, ça, une photo de la gare de Rabastens. Et le train qui passe pas très loin à Rabastens, on voit la fumée, la cheminée, et on aperçoit la chaîne au fond, quoi. Bon. Il faudrait voir, est-ce qu'elle existe toujours, cette gare de Rabastens, je ne sais pas. La ligne a été ouverte quand même en 1869. Mais une fois qu'on avait décidé de passer par Tarbes, le deuxième gros problème, c'était comment on rejoint Tarbes à Montrégeau. On relie Tarbes à Montrégeau. Il y avait deux possibilités qui ont été étudiées, et là aussi ça a été des questions d'influence. Tarbes-Bagnères, et puis de Bagnères on va sur l'Escaladieu, et on rejoint la vallée de la Neste. Alors, ça supposait quantité de tunnels, parce qu'il fallait arriver au bout. Vous voyez le relief, bon, vous connaissez les lieux. Ou alors, il y avait Tarbes par Tournaille, Tarbes-Lannemezan par Tournaille et Cap-Verne. Mais là, il fallait monter sur le plateau. Alors, ça avait un problème. Le problème, c'était soit des tunnels, soit une rampe, et puis l'énorme viaduc de la Nespède. Et c'est l'État qui a financé le viaduc de la Nespède. C'est pas la Compagnie du Midi. Bon, alors qui a pris la décision au niveau de l'État? Bon, le ministre des Finances peut-être, mais donc qui était toujours le même. L'État a pris en charge la construction du viaduc parce que c'était un coût énorme, mais c'est un bel ouvrage, le viaduc de la Nespède. Ça coûtait moins cher que faire des tunnels du côté de Bagnères. Mais Bagnères s'est senti à l'écart dans cette affaire. Bagnères était à l'écart d'une ligne essentielle qui était Toulouse-Bayonne. Alors après, le troisième problème, comment on va de Tarbes à Pau? Parce que là aussi, il y a eu trois idées. On est monté sur le plateau de Lannemezan, on peut monter sur le plateau de Gers. Bon, donc il faut refaire la même chose, une rampe, et puis... bon. On peut aussi passer par Aussin et Pontac. Bon. Mais est-ce qu'on va ramasser beaucoup de monde dans les gares? Alors on a Lourdes aussi. Et finalement, c'est Lourdes qui l'a emporté. Alors pour quelle raison? Alors beaucoup vous disent c'est parce que déjà les apparitions elles avaient eu lieu, il y en a qui se projetaient sur Lourdes. Alors
il semble que ce soit une raison. Il y en a une autre, c'est qu'on a utilisé les carrières de l'Ophites de Lourdes pour le ballast. Ça, c'est une raison technique. Bon, parce qu'il y a des gens qui vous disent, mais Fould, il s'en foutait de Lourdes, en fait, puisque Fould, il était d'origine juive, il s'est converti au protestantisme, et donc le culte marial, c'était pas son affaire. Bon. Ça, c'est pas impossible, mais enfin, il a été sensible toujours aux arguments de Monseigneur Laurence. Et puis après, une fois que Lourdes était passé, on pouvait suivre la vallée du Gave par Saint-Pé et rejoindre Pau. Bon, c'est la solution qui a été choisie, vous le savez, je ne vous l'apprends pas. C'est par là que ça fonctionne aujourd'hui aussi. C'est la seule, d'ailleurs, la ligne Toulouse-Bayonne est la seule qui soit encore en activité dans le département aujourd'hui. Hein. C'est cet axe transversal est-ouest. Voilà, une photo d'une carte postale. Alors, celle-là aussi, j'ai pas. Vous avez ici donc le train. Alors ça, c'est un train certainement du début des avant la guerre de 14, hein, au début du siècle. Mais enfin, c'est une jolie photo, carte postale, et curieusement, c'est au même endroit que cette ligne de TGV, qui est toujours le TGV qui passe à Lourdes, passe là à Saint-Pé. On voit d'ailleurs ici, vous voyez ce jardinet avec ce muret, eh bien le muret existe toujours là. C'est toujours le même. Bon, donc c'est pour vous montrer qu'il y a eu, et puis les pics sont toujours les mêmes. Il y a eu une continuité. Bon, le choix de la voie, ça nous a déterminé. Alors, il est possible que ce soit Lourdes. Hein. Regardez, Sylvain nous a dit l'autre jour que les apparitions sont en 1858. Ce n'est qu'au début des années 60, 4 ou 5 ans après, que l'évêque, n'est-ce pas, reconnaît les miracles et autorise les pèlerinages, etc. Mais quand même, dès l'année qui a suivi les apparitions, il faisait acheter les terrains autour de la grotte progressivement par le curé Peyramal. Donc, l'Église a acheté les terrains autour de la grotte avant d'avoir reconnu que c'était des miracles et qu'on allait pouvoir y venir en pèlerinage. Donc, ils avaient quand même bien préparé leurs affaires. Et là aussi, hein, parce que en 1866, le train arrive à Lourdes, mais en 1867, on a un premier train de pèlerins. Hein, donc c'est quand même important. Alors en 1865, ils avaient aussi décidé de prolonger la concession vers Pierrefitte. Voilà, ici vous avez la gare d'Argelès, n'est-ce pas, une carte postale, c'est la seule que j'ai trouvée Alors évidemment, mais moi je les ai en collection personnelle, mais comme là il suffit de faire cliquer et de pas les scanner, mais c'est la seule carte que l'on ait de la gare d'Argelès. Il doit y avoir des cartes où on voit la gare, mais pas avec le train. Bon, et ça c'est la gare de Pierrefitte-Nestalas à la même époque. Bon. Alors les Lourdais n'étaient pas d'accord pour l'ouverture de la ligne de Pierrefitte. Il y a eu des des oppositions, en particulier de tous les gens qui avaient des voitures de transport à chevaux. Et oui, parce que là, ils partaient de Lourdes, direction vers Pierrefitte, et puis ensuite il y avait la suite sur Cauterets et sur Luce, tandis que ouvrir la voie en 1871, là, ils n'étaient pas d'accord. Bon. Alors, après cette partie qui donne un peu de nostalgie, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques des chemins de fer anciens. Il n'y a qu'à voir les associations d'anciens cheminots, il n'y a qu'à voir le succès des journaux spécialisés, et des gens qui reconstituent tous ces réseaux. Bon. Le troisième point, c'était les retombées économiques sur le tourisme. Alors, il faudrait d'abord voir s'il y a eu des retombées économiques dans le domaine industriel. Mais ce n'est pas le cas, parce que les Hautes-Pyrénées restent à l'écart du développement industriel, bon, en gros, jusqu'à la guerre de 14. Je vous renvoie à ce qu'avait écrit Louis Laspal dans Bigorre et Quatre Vallées. Hein.
la première grosse entreprise industrielle qui s'installe à Tarbes, c'est en 1870, mais c'est après la guerre, c'est l'Arsenal. L'Arsenal de Meudon est décentralisé sur Tarbes. Hein. Et donc, mais c'est pas lié au chemin de fer, encore que le chemin de fer existe, ça a dû jouer aussi. Mais les activités industrielles ne se développeront vraiment dans les Hautes-Pyrénées qu'autour de la guerre de 14. Et d'ailleurs, la Compagnie du Midi, mais là je sors de l'époque qui nous concerne, il prendra un rôle important parce que c'est un des directeurs de la Compagnie du Midi. En plus, c'est vrai aussi que un des facteurs qui a permis aussi le développement, il y en a deux facteurs qui ont permis le développement industriel dans les Hautes-Pyrénées à ce moment-là, c'est le développement de l'hydroélectricité. Et donc des entreprises qui utilisaient l'électricité se sont installées près des centrales hydroélectriques parce qu'on ne savait pas très bien transporter l'électricité loin aussi. Et puis parce qu'on était loin des frontières du Nord et de l'Est. Et il y a eu évidemment nos relations. La guerre était là-bas, elle n'était pas avec l'Espagne. Par conséquent, on a déconcentré beaucoup d'entreprises. Bon, mais on aura l'occasion une autre fois d'en reparler peut-être. Sinon, je vous renvoie à l'excellent travail qu'avait fait Louis Laspal dans Bigorre et Quatre Vallées. Sur l'Arsenal, il y a eu aussi beaucoup d'ouvrages, mais il y a une thèse qui a été publiée par l'association Guillaume Morand de Gabriel Weisberg et qui est consacrée à l'Arsenal. Je ne sais pas si c'est toujours en vente ou si c'est épuisé, mais enfin on la trouve dans les bibliothèques. Alors, en fait, les premières retombées économiques, elles ont surtout touché le tourisme. Hein. Le tourisme avec d'abord le début des pèlerinages à Lourdes. Voilà la première locomotive qui est arrivée à Lourdes, qui s'appelait Ville de Béziers. Bon, ça annonçait peut-être de futures rencontres dans un autre domaine, je pense au rugby. Et vous avez les premières voitures qui transportaient des pèlerins. Le premier train de pèlerins, il arrive à Lourdes le 9 mars 1866. En 1867, Jean-François Soulet, qui a étudié ça dans Bigorre et Quatre Vallées, il y a 12 trains spéciaux qui arrivent à l'été 1867 à Lourdes. En 1872 a lieu le premier pèlerinage national. Parce que alors là, on est déjà sous la Troisième République. Ça va se développer, évidemment, dans les années 1870, 80 et 90. Parce que, au départ, ce sont des gens de la région, du sud-ouest, qui viennent à Lourdes, en priorité. Et puis, progressivement, eh bien, on va voir la zone d'influence, si vous voulez, s'étendre à toute la France. Et en particulier, quand en 1872 a lieu le premier pèlerinage national. 60 trains en quelques jours. Bon, 70 000 fidèles rassemblés à Lourdes pour le premier pèlerinage national en 1872. Ils seront 200 000 en 1883, 300 000 en 1908 pour le cinquantenaire des apparitions. Donc, c'est le point de départ du phénomène Lourdes. Bon, qui va durer très longtemps, mais qui, comme vous le savez, aujourd'hui met des difficultés. Mais l'autre jour, j'étais à Saint-Savin parce qu'il y avait une réunion pour... il est question de faire un pôle culturel à l'abbaye de Saint-Savin, etc. Et alors, il disait qu'au musée de Saint-Savin, il y a un petit musée derrière l'église de Saint-Savin, il y a 30 ans, eh bien, ils avaient, dans l'été, ils avaient 6000 visiteurs. Et aujourd'hui, ils en ont même pas, ils en ont quelques centaines. Alors, l'explication, eh bien, c'est le changement de pratique. Enfin, c'est lié à l'évolution des pèlerinages lourdais. Parce qu'il y a 30 ans, la dernière journée du pèlerinage à Lourdes, c'était on va faire du tourisme. Alors on a un car, on part en car sur Gavarnie ou sur Cauterets, et en revenant, ou en partant, ça dépend, ils devaient se répartir les rôles, on s'arrête à Saint-Savin.
Et vous aviez sur la place de Saint-Savin quantité de cars. Alors tous ces gens-là, ensuite, ils allaient au musée, ça faisait des entrées, etc. quoi. Bon, or ça, c'était l'époque aussi où il y avait des trains de pèlerinage. Et aujourd'hui, je crois que c'est fini ça, les trains de pèlerinage, d'après ce que j'ai vu dans la presse. Bon, donc, si vous voulez, la pratique du pèlerinage a changé, ce qui fait que c'est plus évident pour Lourdes. Je pense qu'il doit y avoir davantage de pèlerinages individuels que de grands pèlerinages collectifs, comme il y avait à l'époque. Bon. Donc, si vous voulez, c'est un début. En 1856, il y avait 2 hôtels à Lourdes. En 1866, il y en a 18. Donc, ça montre que 10 ans plus tard, bon, il y a un début. Alors, là, il y aura une retombée économique importante, l'arrivée du train. Le thermalisme aussi en bénéficie. Avec l'époque du décollage du thermalisme. Alors, qu'est-ce qui change dans les années 60 aussi, lié à un afflux plus important de population? C'est le début d'un phénomène qui va s'amplifier entre 1875 et 1914. Alors, sous les écrits d'Ambigor et Quatre-Vallées, que le thermalisme va entrer dans une ère capitalistique. Bon, il ne parle pas souvent comme ça d'habitude. Mais, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que, à partir des années 1860, et c'est vrai à Cauterets, mais c'est pas tout à fait vrai encore dans les autres stations, eh bien, on va voir apparaître les communes vont affermer les établissements thermaux à de puissantes compagnies financières qui ne sont pas locales. Et à Cauterets en particulier, le premier bail avec une compagnie dont le siège est parisien date de 1865. Bon. Barège, Saint-Sauveur, ce sera plus tard en 1876, Bagnères en 1881. C'est une compagnie privée qui prendra l'initiative de capter les eaux de Gazost en 1883 et puis de les descendre à Argelès. Donc, les collectivités locales vont s'efforcer bien sûr de préserver leurs principaux intérêts et leurs revenus dans cette affaire, mais les sociétés s'en sortent bien. Bon, par exemple, la première compagnie fermière de Cauterets, elle a eu pour obligation de construire un établissement à la source des œufs. Elle a dépensé 440 000 francs en travaux de construction et d'embellissement sur l'ensemble des thermes, et elle acquitte seulement comme redevance annuelle 35 000 francs à la commission syndicale de Saint-Savin. Alors que le produit des eaux exploitées s'était élevé à près de 90 000 francs 270. J'allais dire euros parce que maintenant j'ai pris l'habitude. En 1878, la Société des eaux de Cauterets avait reconstitué tout son capital initial, qui était de 668 000 francs, avec un avantage de 342 546 francs et réalisé un bénéfice net de 193 400 francs. Bon. Autrement dit, on change de dimension. On change de dimension et c'est lié à l'afflux de population lié au chemin de fer. Alors, il écrit ceci: à une gestion souvent artisanale mais locale faisait place une exploitation de plus grande envergure mais extérieure à la région. Parce que les sièges de ces sociétés sont souvent à Paris, et tout comme les principaux actionnaires. Alors le thermalisme haut pyrénéen, à la fin du Second Empire, il commence à changer d'air et de dimension. Alors il y a un autre symbole de ça, c'est l'hébergement. On va voir apparaître des grands hôtels.
hein, en même temps. Il y a toujours les pensions de famille qui vont subsister, parce que, bon, dans les années 50 et 60, moi je me souviens, il y avait encore à Cauterets plein de petits hôtels et de petites pensions de famille. Hein. Mais bon, on ne savait pas forcément le confort qu'on aurait pu attendre, etc. Mais c'était sympathique, bien sûr, mais toutes ces pensions aujourd'hui, elles ont disparu, quoi. Mais les grands hôtels, ça ne dure plus non plus. Hein. Mais ce sont devenus des résidences. Néanmoins, on a traversé une période où il y avait de grands hôtels. Hein. C'est l'époque où les années 70, les Meillons vont construire l'hôtel d'Angleterre à Cauterets, quoi. Bon, et toute la rue, d'ailleurs. Tout le boulevard de Cauterets, ce qu'on appelle le boulevard La Tapie-Flurin à Cauterets, c'est juste en face le casino, quoi. Bon, c'est vraiment Longuet disait, Jacques Longuet, pour commenter il avait eu une expression, un petit morceau de boulevard parisien tombé au fond d'un entonnoir pyrénéen. Bon, et c'est vrai parce que ces gens-là qui vivaient toute l'année, qui venaient l'été à Cauterets, ils transportaient leurs habitudes mondaines, etc. Bon, et on reconstitue un mini Paris. Avec il y a, j'oublie le nom de l'auteur, dans la revue Pyrénées, quelqu'un qui a fait toute une série d'articles sur plusieurs numéros sur les spectacles du théâtre de la nature. Parce que à Cauterets, à l'emplacement du départ de la station du téléphérique actuel, hein, il y avait avant le théâtre de la nature. Bon, il y avait une vaste esplanade et au fond il y avait un théâtre en plein air où se sont produits des grands noms du théâtre de l'époque, d'avant la guerre. Sarah Bernard y est souvent venue, etc. Et alors il rend compte de spectacles qui ont été donnés là, et bon, ça paraît aujourd'hui, ça nous paraît assez surréaliste, mais bon, on voit bien le niveau des gens qui venaient là. Hein. Donc, c'est un changement d'époque. Alors, ça va se produire aussi dans les autres stations, hein, y compris Bagnères. Alors, c'est un peu pour ça que certains disent que c'est un siècle d'or. Bon, mais on n'en est pas là. Autre élément touristique qui va évoluer, c'est l'excursionnisme. Hein. Alors, oui, c'est un vilain mot, ça, l'excursionnisme, mais bon, on va passer du stade de l'excursion, hein, c'est-à-dire qu'on venait pour faire quelques excursions à l'époque. C'est-à-dire que on n'allait pas partout, mais on montait au pont d'Espagne, au lac de Gaume. Vous savez que même si en 1832 un couple d'Anglais s'était noyé en se promenant sur le lac, le couple Patisson, on montait au cirque de Gavarnie. Mais à Gavarnie, on allait guère bien plus loin. On allait voir le pic du Midi, depuis Campan, mais on ne montait pas forcément au pic du Midi, parce que c'était pas aussi évident que ça, les communications. Bon. La route, les voitures à chevaux parviennent à Gèdre en 1852 et à Gavarnie en 1864 seulement. Donc il fallait des chaises à porteurs, etc. Jean-François vous l'ai écrit que en 1850 c'était 45 francs pour effectuer le trajet Luz-Gavarnie aller-retour en chaise à porteurs. Bon, il fallait trouver les porteurs aussi. Hein. Bon, donc en fait, c'est pas un tourisme de masse. Bon, c'est clair. Mais l'excursionnisme, c'est on vient se promener, quoi. On fait des excursions. Et puis, progressivement, tout ça s'est transformé pour donner place au pyrénéisme. Hein. De l'excursionnisme au pyrénéisme, j'ai repris le titre d'un paragraphe de Soulet dans Bigorre et Quatre Vallées. Alors, le pyrénéiste, lui, il ne se contente pas de voir la montagne, il vient pour elle. Hein, et pour étancher sa soif de connaissances dans les domaines les plus variés, de la botanique à l'astronomie,
et aussi pour mesurer ses propres capacités physiques. Donc il y a deux aspects. Il y a un aspect scientifique et un aspect sportif. Hein. Mais pour être scientifique, il faut être sportif aussi. Je vous avais dit la dernière fois, puis je ne connaissais pas la date exacte, et malheureusement c'est passé, mais je pense que certains d'entre vous ont assisté à la communication qu'a fait Bertrand Gibert le 4 mars dernier à la Société académique, qui était consacrée au pasteur Émilien Frossard. Mais il a surtout insisté, plus que sur les aspects, les activités religieuses du pasteur, il a plutôt insisté sur ses activités pyrénéistes, en parlant de tous les gens avec lesquels il travaillait, qu'il avait côtoyé et avec lesquels ils avaient mis surtout en place la société Ramon de Bagnères. La société Ramon de Bagnères, qui est créée en 1866, elle a vu le jour en 1865. Enfin, l'idée a germé en 1865 à l'hôtel Vergès, Bellou de Gavarnie. Vous connaissez cet hôtel, vieil hôtel de Gavarnie qui a malheureusement brûlé, et je ne sais pas la façade est conservée visiblement, il y a des travaux, mais ils vont conserver la façade, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais bon. Or, c'était un lieu mythique ça, hein, pour le pyrénéisme. Et là, un soir, réuni le pasteur Émilien Frossard avec Charles Pack et Henri Russell, deux pyrénéistes montagnards mais britanniques, décident de créer une société qui prendra le nom plus tard de Ramon et qui a vu le jour 9 ans avant le club alpin. Donc, si vous voulez, c'est précurseurs. Ce sont des précurseurs. Leur objectif, c'est de parcourir la montagne, de la découvrir, et scientifique, de la ça a donné lieu à d'énormes publications que raconte Henri Beraldi dans son histoire du pyrénéisme. Bref, mais comme c'est pas l'objet de mon propos, mais je voulais dire que tout ça s'est développé aussi avec l'apport du train. Bon. Dernier point que je voulais aborder, parce que avant de conclure, c'est que on a eu la visite de l'empereur. Alors on ne peut pas la passer sous silence parce que ça a été un événement. Hein. Il y a eu 2 séjours impériaux. Le premier du 19 août 1859, tout à l'heure on l'a vu arriver à Tarbes, et jusqu'au 11 septembre 1859. Hein, il a passé presque 22 jours. Et puis il y aura un deuxième séjour beaucoup plus court, autour des 24-27 septembre 1863. Mais au cours du deuxième séjour, l'impératrice n'est pas là, il est accompagné de la mère de l'impératrice. Bon. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est la mère de l'impératrice qui l'accompagne. Il avait une réputation, Napoléon III, alors est-ce que la mère étant originaire d'origine espagnole, bon, et que, bon, est-ce qu'elle venait surveiller le gendre? Je n'en sais rien. Bon, ça, c'est... C'est pour faire un peu people, n'est-ce pas, et pour être au goût du jour. Bon, Napoléon III vient donc. Alors pourquoi il vient? Alors ça, bon, il y a eu plusieurs explications. Le récit a été raconté dans une petite plaquette par le couple Le Montdidier, vous savez, les premiers conservateurs du musée pyrénéen de Lourdes. Après, vous trouvez des développements plus importants dans le travail qu'a fait Frédéric Barbier sur Achille Fould, et puis également Jacques Longuet avait fait, Christian Crabot, comme ils ont souvent écrit des choses ensemble, je confonds, mais Christian Crabot avait fait un article dans l'Avenant
les Pays Toy, consacré justement au séjour au rôle de Fould et au séjour de Napoléon dans le département. Alors, ce séjour, il se situe juste après, au retour d'Italie de Napoléon III. 1859, c'est la guerre contre l'Autriche, les batailles de Magenta et de Solferino, et ça a un lien, d'ailleurs, il y a une trace à Luce de cette bataille de Solferino. Et puis, juste avant que le traité de paix ne soit signé, mais l'armistice s'est signé, Napoléon III revient. Pendant toute cette période d'ailleurs, Christian Cabot souligne que pendant que Napoléon est à Paris, est en Italie, pardon, c'est l'impératrice qui assure une régence, mais c'est Fould qui préside le Conseil des ministres et c'est Fould qui commande, quoi, qui assure une sorte d'intérim. D'où l'importance du personnage. Donc il l'aurait convaincu de venir se reposer dans les Pyrénées. En plus, Eugénie est fatiguée. Bon, alors on dit que les eaux de Saint-Sauveur ont des vertus. On appelle ça la station des Dames. On appelait Saint-Sauveur. Ils ont eu un fils 3 ans plus tôt, en 1856, mais ils souhaiteraient un autre héritier, etc. Bon, voilà, ça c'est aussi ce qu'on raconte, c'est une version des raisons pour lesquelles il est venu. En tout cas, il vient et ça va apporter un certain nombre de choses dans la région. Imaginez aujourd'hui, quand le président de la République se déplace à l'époque, il y a du monde qui se déplace derrière aussi. Hein, il ne vient pas tout seul, il y a des journalistes. Alors évidemment, il n'y a pas les caméras de télé, etc., mais il y a des journalistes, en particulier, il y a 2 journaux qui publient des dessins, qui sont le Monde illustré et puis l'Illustration. Bon, or, tous ces journalistes sont là, ils vont tous rendre compte du séjour de Napoléon III. Alors, la venue de Napoléon, ça a un peu perturbé Luce quand même, parce que c'était pas prévu. Enfin, ça a été prévu, mais pas si longtemps que ça avant. Il a fallu aménager au mieux les thermes, réaménager les cabines les cabines impériales, parce que bon, c'était un peu désuet, donc on a fait plein de travaux, quoi. Hein. Bon, vous savez, tous ceux qui ont fait le service militaire, ça. Avant la visite d'un général, on nettoie la caserne de fond en comble, pour que tout soit parfait. Bon, alors là, plein de travaux ont été engagés, marbriers, maçons, menuisiers, et on a fait toute une série de travaux pour permettre, pour donner une bonne image, la meilleure possible, des termes. Et d'ailleurs, l'ingénieur en chef des mines qui avait supervisé tous ces travaux se verra récompensé par Napoléon III qui lui remettra la Légion d'honneur, n'est-ce pas? Bon. Se pose aussi la question de savoir où on va le loger. Alors, il faut trouver un logement digne du couple impérial. À Saint-Sauveur, il y a une maison qui s'y prête. Elle a déjà accueilli autrefois la duchesse de Berry, la duchesse d'Angoulême, qui était donc à l'époque de la monarchie, de la Restauration et de la monarchie de Juillet. C'est une maison qu'on appelle la Villa Beausite à Saint-Sauveur, mais qui est une maison qui appartenait à l'époque à Broban, au Broban de Tarbes. Hein. Alors, il ne s'agit pas d'Antoine Broban, mais il s'agit de son père, certainement, qui avait fait construire cette maison à Saint-Sauveur. Broban, il s'est notamment enrichi en faisant du commerce avec l'Espagne, hein, depuis la vallée de Barège. Alors, entendons-nous bien, ce qu'on appelle la vallée de Barège, si vous n'êtes pas lavedanais, vous pouvez peut-être pas. C'est le Pays Toy en gros, hein, parce que dans les 7 vallées du Lavedan, on compte la vallée de Luce, ça s'appelait la vallée de Barège, et même mieux Barège sans S.
Hein. Bon, et le village de Barège, la commune, a pris le nom, s'appelle Barège avec un S. Bon, mais donc quand on parle des Barégeois, c'est pas des habitants de la seule commune de Barège, c'est de tous les gens de la vallée. Bon, parce que le mot Pays-Toy, c'est quelque chose qui date du XXe siècle, hein, c'est récent. Bon, Brauban a fait du commerce. Alors, bon, sur les origines des fortunes de Brauban. Il y a un micro, mais tant pis si c'est enregistré, mais on sait tous que il y a des doutes sur. Hein, il a fait fortune notamment en faisant pas mal de contrebande avec l'Espagne. Hein, bon, et puis il a dû pratiquer beaucoup l'usure, Brauban. Hein. Mais vous savez qu'Antoine Brauban, mais c'est connu ça, à Tarbes, il refusait de se marier pour pas partager la fortune. Voilà. Et quand c'est son frère, il avait un frère qui est décédé, il s'est arrangé pour récupérer, lui, tout l'héritage, au détriment de la veuve du frère. Bon, c'est un personnage controversé, Antoine Brauban, et le père aussi. Alors, bon, c'est des historiens de l'époque hein, qui racontent ça, et même des témoins, bon, c'est très... bon. Donc, c'est là qu'on va loger Napoléon III, et puis l'impératrice. Et le fils qui est là aussi, durant 23 jours. Alors, le mobilier, il n'y en a pas, et bien ça fait rien. On va aller chercher du mobilier au château de Pau. Hein, on a déplacé du mobilier du château de Pau pour avoir un logement digne du couple impérial. Bon. Après, évidemment, le mobilier est retourné au château de Pau, évidemment. Bon. Bon, autrement dit, tout ça est un peu artificiel quand même. Hein. Bon, on voit bien, hein, mais c'est pas inutile de le rappeler. Alors, une fois qu'il a été là, il a fait... ils se sont beaucoup promenés, puisque on a vu à Barège, on les a vus à Gèdre. Le jour où il est allé à Gèdre, ils n'ont pas pu continuer sur Gavarnie parce que d'abord la route n'allait pas plus loin. Il fallait continuer à cheval ou à chaise à porteur, mais il faisait mauvais, il pleuvait, etc. Donc ils ne sont pas allés plus loin que Gèdre. Néanmoins, il a décidé qu'il faudrait poursuivre la route jusqu'à Barège. Jusqu'à Gavarnie, pardon, depuis Gèdre jusqu'à Gavarnie. Et donc il vient en 1859. En 64, la route Gèdre-Gavarnie est achevée. Ça a été rapide. Hein. Plus rapide que la déviation d'Adé. Bon, non mais... Depuis le temps qu'on le promet. Je veux dire que ce qui s'est passé, là, pour beaucoup de décisions qui ont été prises, ma foi, ça a été exécuté avec une rapidité extraordinaire. Bon. Alors, peut-être qu'on ne s'embarquait pas dans un tas de considérations, comme aujourd'hui, mais enfin, bon. Cotteret. Alors là, sur Cotteret, il y a eu une part de nostalgie, je suppose, de la part de Napoléon III, parce qu'il est allé voir des lieux où était passée sa mère, la reine Hortense. Hortense de Beauharnais. Alors je rappelle pour ceux qui... bon, c'est après tout... Bon, Napoléon III est un neveu de Napoléon Ier, hein, par son père Louis, mais Louis, frère de Napoléon Ier, avait épousé Hortense de Beauharnais, pardon, la fille de Joséphine de Beauharnais. Donc, étant un fils de... Il était un petit-fils de Joséphine. Très compliqué tout ça. Bon, bref. Voilà. Donc, excursion à Barège, à Gèdre, à Gavarnie. Ils sont allés à Cotteret et ils sont allés aussi au lac de Gaume. Excursion également au pic du Midi. Alors, excursion au pic du Midi, je suppose que c'est à pied, évidemment, ou alors peut-être en chaise à porteur, mais enfin, excursion au pic du Midi. Bon, pas mal de promenades, le château de Bossens, qui était la propriété d'Achille Fould, aussi. Donc, en fait, ils ont beaucoup tourné dans le pays, et à chaque fois, eh bien,
ils ont, il a dépensé des sous. Voilà. Ils ont engagé des travaux. Et c'est ce que Christian Crabot avait analysé. Ce fut d'abord Luce et Saint-Sauveur qui furent les plus gros bénéficiaires. Alors, à Saint-Sauveur, évidemment, il y avait une petite chapelle. Une promenade, la promenade qui est juste en face, bon, vous savez comment c'est, Saint-Sauveur, il y a d'un côté le Gave, et puis il n'y a qu'une rue, enfin la rue, au-delà entre l'église et les thermes, vous avez sur votre droite en montant des maisons, et en face, il n'y a rien, quoi. C'est des jardins. C'est cette promenade qu'on appelle la Talade de la source que il a fait aménager, et ils ont fait reconstruire la chapelle, et c'est lui qui a fait construire l'église néogothique. Le coût a été de 65 000 francs. Bon, et ça a été financé sur la cassette impériale. Bon, à Luce, l'église dite des Templiers et sa tour fortifiée, on décide de les restaurer sous la direction de Prosper Mérimée. Ça tombe bien, Prosper Mérimée, accompagné, qui était alors inspecteur général des monuments historiques. Il accompagnait Napoléon III à ce moment-là, et il logeait chez son ami Fould à Tarbes. Alors, un coût de 12 000 francs de travaux pour l'église de Luce. Bon, et puis, sur un éperon dominant la ville et les gorges du Gave, il y avait un petit ermitage, l'ermitage Saint-Pierre. On déplace l'ermitage Saint-Pierre, et là, on va construire une chapelle en l'honneur de la Croix-Rouge et de la bataille de Solferino. C'est la chapelle de Solferino, qui a été construite, alors là, sur la cassette impériale aussi. Alors, évidemment, là, le terrain, c'était un terrain privé, mais les propriétaires, qui étaient la famille Broban de Tarbes, a donné les terrains, là, pour qu'on construise la chapelle de Solferino. Bon, à Barège, il a ordonné des travaux de protection contre les avalanches. Bon, il y aura quand même une terrible avalanche au début du XXe siècle. Mais il a ordonné la reconstruction des thermes et l'agrandissement de l'hôpital militaire pour que ça puisse accueillir environ 1 million de pensionnaires. Ensuite, Eugénie a donné 18 000 francs pour qu'on crée un hospice pour accueillir les curistes pauvres et ecclésiastiques qui porta le nom de l'hospice Sainte-Eugénie à Barège. Bon. Après, il y a le réseau routier. C'est le réseau routier qui va bénéficier le plus. Lorsqu'il monte à Cotteret, eh bien, il a fait faire des travaux dans la route, la corniche qui montait au-dessus de Pierrefitte, qui datait de la monarchie de Juillet. Bon, il a fait faire des travaux pour la consolider, etc. Et puis là, il a annoncé un grand plan qui ne s'est pas réalisé, évidemment, là tout ne s'est pas réalisé, c'est qu'il a annoncé une relance d'une route thermale qui avait été imaginée par l'intendant d'Ettigny au XVIIIe siècle, qui consistait à rejoindre les cols. Il était question de rejoindre Luce à Cotteret par le col de Rioux. Bon, ça verra jamais le jour. Ça revient périodiquement. Hein. Il n'y a pas longtemps, on en reparlait. Mais bon. Par contre, quelque chose qui va se réaliser, c'est le col du Tourmalet. Le col du Tourmalet a été ouvert en août 1864. Parce que jusque-là, il n'y avait pas de route carrossée. Bon, donc, gros travail, là aussi. Comme il avait dû s'arrêter terminus de la route, eh bien, on décide de poursuivre la route jusqu'à Gavarnie. Alors, comme l'écrit Christian Crabot, les délais administratifs disparaissent devant la volonté du souverain. L'exemple le plus frappant, eh bien, c'est le chantier le plus monumental, c'est le pont Napoléon. Bon, j'aurais dû vous montrer une photo. Alors ça, c'est une reproduction de l'arrivée de Napoléon à Saint-Sauveur, n'est-ce pas? Et puis, au cours de sa visite, de son séjour, il a dû évidemment passer inévitablement par des rencontres avec des chanteurs montagnards en bas, puisque là, on le voit en train d'assister à des chants, etc. Bon. Alors, évidemment, Saint-Sauveur était un cul-de-sac. Et donc, il a eu l'idée d'essayer de construire ce pont pour
vous avez ici une photo d'époque de la charpente, de la mise en place d'une charpente en bois au moment de la construction, et en ferraille aussi, je suppose, parce que, enfin, bon, et ça, le monument que vous connaissez. Il y a toujours la plaque, il est revenu en 1863 et il l'a inauguré en septembre 1863. Bon, c'est une arche qui fait 42 mètres. Alors j'ai ça quelque part, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Les dimensions. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, non. Les chiffres, oui, sont impressionnants. Un tablier de 68 mètres, 63 mètres au-dessus du gave, une voie de 4 mètres de largeur. Bon, alors, c'est au cours de son séjour que la décision est prise. Et au cours de son séjour, où on ne va pas poser la première pierre, parce que les plans ne sont pas encore faits, etc., mais on va enlever la première roche. Alors, c'est un peu symbolique, c'est lui qui a enlevé le premier dérochement sur lequel on allait ensuite appuyer le pont. Bon, c'était symboliquement un premier travaux. Et quand même, les plans sont faits approximativement, des décisions sont prises avant qu'ils ne repartent. Et le pont, il est ouvert à la circulation le 30 juin 1861. Et de septembre 59 à juin 1861, ils ont fait rapidement pour faire un tel pont. Alors, Crabeau dit, sans que l'on ait à déplorer d'accident du travail, malgré le caractère acrobatique du chantier. Au total, 320 000 francs. Alors, financé comme ça, 300 000 francs l'État et 20 000 francs Napoléon III personnellement. Bon, et il est venu l'inaugurer officiellement le 26 septembre 1863. Il est venu inaugurer le pont et la chapelle Solferino. Voilà. Alors il a eu un discours du préfet Garnier au pont et un discours de Monseigneur Laurence à la chapelle Solferino. Monseigneur Laurence qui a dit: ce sont les contrées visitées par l'empereur et son auguste compagne. Bon. Alors, il est entouré de beaucoup de monde, de journalistes qui rendent compte de son séjour, etc., et qui font une publicité assez extraordinaire parce que dans la foulée, on va voir arriver l'année suivante pas mal d'étrangers, notamment un banquier anglais, Lord Baring, qui séjournera un mois à Saint-Sauveur, Metternich, ça c'est étonnant qu'un Autrichien vienne chez nous, le fils du chancelier Metternich, qui lui est mort en 1859, qui est venu l'année suivante, etc. On a toute une liste longue une longue liste de membres du Gotha qui sont venus. Alors je conclurai avec une anecdote que cite Christian Crabeau. Napoléon III, lors d'une promenade, avait acheté pour 500 francs un chien patou des Pyrénées qu'il fit ramener à Paris. Voilà. Ce qui, quand même, bon, montre qu'il était gentil, il aimait les patous. Bon, alors, cette visite, évidemment, elle a marqué les esprits, parce qu'on en a parlé pendant longtemps, etc. Et ça contribue à donner une image très positive de l'Empire. Alors, avec les apparitions de Lourdes, avec le chemin de fer, le développement du thermalisme, etc., on considère, enfin, beaucoup de gens qui ont écrit sur les Hautes-Pyrénées au XIXe siècle disent que le Second Empire, c'est l'âge d'or. Seulement, dans le même temps, quand on étudie l'état de la société pyrénéenne, on s'aperçoit que ce n'est pas le même âge d'or. Si on lit par exemple ce que le sociologue Eugène Cordier écrit en décrivant la société pyrénéenne, on le verra la prochaine fois, les inégalités sociales sont très importantes. Il ne faut pas oublier que 1858 à Tarbes, il y a eu d'énormes manifestations liées, et puis la foule a sévèrement réprimé des manifestations de la faim. Il y a un contraste entre
l'image que l'on a qui reste du Second Empire, et puis la réalité. Bon, alors, c'est toujours le même contraste entre des élites qui vivent bien, peut-être, et puis la majorité de la population. C'est aussi l'époque, le Second Empire, où l'exode est le plus important, et l'émigration vers d'autres contrées, notamment vers l'Amérique du Sud. Donc, la prochaine fois, on verra justement l'importance des inégalités sociales. Ce qui fait qu'on pourra se poser la question, est-ce que c'était vraiment un âge d'or ou pas? Voilà, ça... bon, moi je pense pas, c'est toujours pareil. Ça a servi à booster. Alors, évidemment, c'est ça. Ça a servi oui, mais c'est l'argument. L'arrivée du chemin de fer, le développement du thermalisme, etc., et de Lourdes ont permis de booster un certain nombre d'activités économiques, oui. Ça, c'est sûr. Maintenant, après, c'est vrai, mais la société, elle, connaît des difficultés, donc il faut toujours relativiser les choses, quoi. Ça a donné du travail. Ah oui, oui, c'est sûr que ça a donné du travail, oui. Tous ces travaux, oui, ça comptait, oui. Mais non, mais je suis d'accord. C'est pour ça, ça veut dire que ça peut faire débat. Ils ont été moins Ils ont été moins Oui, mais bon, cela dit, il y avait quand même une surpopulation par rapport aux possibilités des ressources que l'agriculture pouvait apporter. D'où l'exode. Regardez la situation à Lourdes, Sylvain l'a rappelé l'autre jour. Le père de Bernadette, il possédait un moulin, il était meunier, etc. Et puis finalement, la situation étant tellement mauvaise qu'il était chassé de chez lui et qu'ils avaient été trouver un hébergement dans le cachot qui était un hébergement provisoire, quoi. Et ça, c'est important. Voilà, alors il y a à boire à manger dans tout ça, comme toujours, voilà. Enfin, on en reparlera la prochaine fois. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.